Bonsoir, Chérif. La politique, la religion, le terrorisme, des sujets au menu de notre entretien de ce soir avec professeur Mohamed Chérif Ferjani. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes islamologue, professeur émérite des sciences politiques, spécialiste du monde musulman et des processus démocratiques. Vous avez enseigné pendant 20 ans à l'Université Lumière Lyon 2, à l'Institut d'études politiques de Lyon. Professeur, on retient également de vous le militant des droits humains, exilé et emprisonné au temps de Bourguiba et de Ben Ali. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le mot terrorisme est sur toutes les lèvres dans le monde. Quel regard vous jetez sur le phénomène et sur les amalgames qu'il charrie? Alors, le mot terrorisme, généralement, quand il est utilisé, il est appliqué aux autres, jamais à soi-même. C'est l'autre qui est terroriste. Un responsable américain dit que des dizaines de définitions ont été proposées au Congrès américain et elles ont été par des juristes américains et elles ont toujours été rejetées parce que ces définitions s'appliquaient à la politique des États-Unis d'Amérique ou de leurs alliés. Et donc, c'est pour cela que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un consensus autour d'une définition juridique du terrorisme. Certains disent, mettent l'accent sur le terrorisme pratiqué par des États qui engendrent en réaction le terrorisme pratiqué par des groupes non étatiques ou par des individus, et d'autres réservent l'appellation terrorisme seulement à l'action des groupes non étatiques dirigés vis-à-vis des États. Et on a assisté à un changement avec la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'Union soviétique, où pour la première fois, on s'est mis à appliquer l'appellation terroriste à des États, notamment à l'Irak de Saddam Hussein et aux États désignés comme le Grand Satan. Cette difficulté à définir de manière précise le terrorisme explique quelque part aussi les amalgames. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, on pense en tout cas à l'islam, à l'islamisme aussi. Il y a, il ne faut pas le nier, un terrorisme qui est pratiqué au nom de l'islam par des groupes djihadistes, par des groupes se réclamant de l'islam politique, que ce soit des frères musulmans, des talibans, Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, Boko Haram. C'est des groupes qui pratiquent le terrorisme au nom de l'islam. Mais est-ce que pour autant l'islam peut être mis en cause? L'islam en tant que religion ne peut pas être mis en cause, ou alors il faut mettre en cause toutes les religions au nom desquelles le terrorisme a été pratiqué tout le long de l'histoire. Il y a du terrorisme pratiqué au nom de religion, au nom d'idéologie, et en droit, ce qui doit être condamné c'est celui qui s'implique directement et les mobiles pour lesquels il s'implique directement dans des actions terroristes. À qui imputeriez-vous le fait terroriste? J'impute le fait terroriste à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est une mondialisation qui a oublié l'humain et ses droits et qui a engendré l'exclusion de millions, de centaines de millions de personnes qui, faute d'une alternative combattant cette mondialisation par un idéal plus généreux, plus universel, prenant en charge l'universalité de l'humain, de sa dignité et de ses droits, on assiste à la multiplication de réactions fondées sur des replis identitaires de toutes sortes, replis sur des identités meurtrières religieuses, ethniques, tribales, voire nationalistes. Ce qui se passe, un triomphe élu par les républicains pour les représenter aux prochaines élections présidentielles, l'extrême droite et ses avancées en Europe, et c'est l'équivalent de ces replis identitaires religieux qui s'expriment en termes religieux dans les pays musulmans. Et cela vous fait peur? Ça me fait peur en ce sens où il n'y a pas une autre réaction à la hauteur des défis de la mondialisation.
Et on risque d'aller vers cette prophétie de malheur de Samuel Huntington du clash des civilisations. Oui. Et vous parlez de dialogue des civilisations. Voilà, moi je préfère précisément une solution qui prenne en compte l'universalité de l'humain et de ses droits et considérer que les cultures ne sont pas forcément, je suis pour la rencontre des cultures, pour la rencontre des peuples et pour la rencontre des civilisations. Votre pays, la Tunisie, où vous avez connu des brimades, connaît aujourd'hui le phénomène terroriste. En France, où vous enseignez, autant le monde a été ému par les attaques contre Charlie Hebdo, les attentats de novembre 2015 de Paris et celui au camion de Nice en mai dernier, avec un bilan qui dépasse les 200 morts, bilan cumulé de toutes ces attaques. Autant aussi, la politique française pour combattre le djihadisme est très critiquée. Est-ce que vous êtes en phase avec la politique des autorités françaises contre le terrorisme? Quand la politique de la France est engagée dans le cadre d'un mandat de l'ONU et avec l'accord des pays concernés, les États souverains des pays concernés, je n'ai rien à dire. Mais sur la Syrie, par exemple, sur la Syrie, vous avez à précisément, dire... précisément sur oui. la Syrie, oui. la France a soutenu Jabhat al-Nusra et elle a été obnubilée par le caractère dictatorial, vraiment dictatorial, par les crimes de Bachar al-Assad. Et c'était des véritables crimes. Et elle a oublié que Jabhat al-Nusra, qu'elle a soutenu, qu'elle a armé, était aussi un groupe criminel et qui pratique le terrorisme. Et donc, il ne fallait pas le soutenir. Donc, je ne peux pas me sentir complètement en phase avec une politique qui est contraire au principe que je viens d'y dicter, à savoir qui va à l'universalité de l'humain, priorité à l'humain, à l'universalité de ses droits. La logique de l'ennemi, de mon ennemi, a toujours conduit à des catastrophes. Il y a aussi la politique extérieure, c'est vrai, mais il y a la politique intérieure de la France. La politique intérieure. Finalement, la France, ennemie d'elle-même. La politique intérieure de la France, elle est en crise. Et face à cette crise, ce qui domine aujourd'hui, comme chez les partisans de l'islam politique, c'est la peur et c'est le repli identitaire, le repli sur une identité mythique de la France. Et donc, tout ce qui est contraire à cette identité mythique, frileuse, est considéré comme un ennemi et on ferme les yeux sur les causes du développement du terrorisme, y compris en France. Est-ce que quand vous parlez d'identité frileuse, vous faites allusion à l'interdiction du port de la burqa et même du burkini dans les plages françaises? C'est vrai, le Conseil d'État a cassé cette décision. Vous faites allusion à ça aussi? Entre autres. Oui. La France vit, comme l'Europe, comme les États-Unis d'Amérique, vivent dans une peur de l'islam, qu'on appelle l'islamophobie. Et cette islamophobie est derrière beaucoup d'erreurs de la politique française, de la politique européenne, de la politique américaine, qui elle se cache derrière la laïcité et la défense des droits humains, mais en fait, elle est dictée plus par le réflexe de l'islamophobie. Est-ce que vous êtes en phase avec ceux qui soutiennent que finalement l'élimination de Kadhafi en Libye, de Saddam Hussein en Irak et même le coup de pied dans la fourmilière syrienne, finalement, cela n'a pas été une solution, ça a plutôt aggravé le phénomène? Ça c'est vrai. Chirac l'a dit lui-même quand il s'est opposé à l'intervention américaine en Irak. Mitterrand s'est opposé longtemps, mais il n'a pas eu le courage de résister jusqu'au bout aux pressions américaines. Ce qui a primé, c'est de ne pas être là au moment de toucher les dividendes de cette intervention avec la reconstruction de l'Irak, au détriment des principes. Donc oui, je ne fais pas du tout l'apologie de Saddam Hussein et de ses crimes, de Bachar al-Assad et de ses crimes, de Kadhafi et de ses crimes. Ils sont criminels, mais la solution n'est pas une intervention
militaire, et nous voyons aujourd'hui que la situation est pire que ce qu'elle était sous la dictature de Saddam Hussein et de Kadhafi et du régime bassiste en Syrie. Je crois que le terrorisme des groupes terroristes comme Daesh se développe sur la base de l'affaiblissement, voire de l'effondrement des États-nations. Là où les États-nations sont affaiblis, là où les États-nations se fondent, quel que soit leur caractère, c'est la porte ouverte au diable, la porte ouverte à ces monstres qui n'ont aucune considération pour l'humain et pour ses droits. Parlons de l'Afrique. Vous venez de rejoindre Timbuktu Institute que dirige Dr Bakary Samb. Vous êtes venu pour accompagner les jeunes générations. Qu'est-ce que cela va signifier en termes d'engagement sur le terrain africain? Bien sûr, bon, face au terrorisme, il y a 3 types d'actions. Une action à court terme qui est sécuritaire militaire. C'est aux États de la mener et moi je pense, dans le cadre d'un mandat des Nations Unies et dans le cadre des États souverains eux-mêmes, en accord avec eux. Il y a une action à moyen terme qui est une action économique et sociale. Le Timbuktu Institute, auquel j'adhère, au principe duquel j'adhère, que je soutiens, que j'accompagne, agit sur un autre volet, un volet à long terme, c'est l'action culturelle, l'investissement dans l'éducation et l'investissement donc dans l'éducation à la diversité religieuse, culturelle et aux droits humains. Autrement dit, l'Afrique doit éviter les erreurs commises ailleurs. Elle doit avoir ses propres réponses pour se prémunir du terrorisme et au besoin le combattre. Exactement. L'Afrique, les États africains sont confrontés à ce défi du terrorisme. Ils doivent le combattre sans tomber dans la facilité de faire appel à une intervention étrangère qui risque d'être perçue par les populations comme un retour du colonialisme. Le Mali, par exemple? La question du Mali, elle est très difficile en ce sens où l'intervention est arrivée trop tard. L'État était quasiment inexistant. L'État-nation a tellement failli qu'il est devenu quasiment inexistant et les groupes terroristes fondaient la rencontre de problèmes gelés par les États-nations sans avoir été réellement résolus. Les problèmes ethniques, les problèmes de frontières, les problèmes socio-économiques, les disparités sont, avec l'affaiblissement, voire l'effondrement des États-nations, ont explosé et ça a servi donc de tremplin aux groupes terroristes. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont un de très célèbre, Le politique et le religieux dans le champ islamique. En Afrique comme ailleurs, vous pensez que la charia est une mauvaise réponse, la charia comme mode de gouvernance politique? Le premier sens de charia, c'est religion. Et on parle de la charia de Moïse, la charia de Jésus, la charia de Mahomet, donc ça a ce sens-là. Mais depuis le 19e siècle, la charia est devenue ce que les orientalistes ont appelé le droit musulman. Le droit musulman est le pendant juridique de l'orientalisme, comme accompagnateur des politiques coloniales. Entendu comme loi, comme droit, la charia, comme toute norme religieuse de n'importe quelle religion, quand elle est interprétée politiquement, elle n'engendre que des catastrophes, elle n'engendre que des discriminations. Et là où cette charia a été érigée en mode de gouvernance ou en norme juridique, ça n'a conduit qu'à des malheurs, en premier lieu pour les fidèles de la religion concernée elle-même. L'occasion fait le larron. Parlons d'un autre livre, celui de votre compatriote, la Tunisienne Ella Wardi, Les derniers jours de Mohammed. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il est interdit, cet ouvrage, interdit de vente au Sénégal parce que jugé blasphématoire, à l'image des versets sataniques de Salman Rushdie. Quel accueil l'intellectuel et le musulman que vous êtes à réserver à ce livre? Alors, moi j'ai lu le livre. Il y a des gens qui ont condamné le livre sans l'avoir lu. Moi, j'ai lu le livre.
Helawardi n'a fait que récolter, recenser dans l'historiographie musulmane elle-même, chez Tabari, chez Bukhari, chez Muslim, chez ce qu'on appelle les livres des Tabaqat, Ibn Sa'd, et dans la Sira de Ibn Hisham, les récits qui concernent les derniers jours de Mohammed. Elle n'a rien ajouté à ce qui existe dans ses ouvrages. Elle n'a pas blasphémé, selon vous? Alors, ça dépend ce qu'on entend par blasphème. Si secouer un imaginaire qui a occulté les faits historiques depuis des siècles, effectivement, ça choque. Et les gens le vivent comme un blasphème. Je vous dis qu'en Tunisie, où nous avons un grand parti islamiste qui a le premier groupe parlementaire, Ennahda, qui a été au pouvoir pendant 3 années, qui participe au pouvoir actuellement, nous avons la Zitouna, qui est une grande référence. Le livre n'a pas été condamné. J'ai été à la foire du livre de Tunis, on a fait venir 300 exemplaires en pensant qu'il ne sera pas trop vendu. Eh bien, il a été obligé de recommander pendant le salon du livre d'autres exemplaires parce qu'il a été vendu. Et elle a eu une promotion, oui. Et Helawardi est aujourd'hui directrice du livre en Tunisie, au ministère de la Culture. Très bien. Merci, Mohamed Cherif Ferjani. Merci à vous. Professeur à l'université Lumière Lyon 2, islamologue. Il vient d'intégrer Timbuktu Institute que dirige Dr Bakary Samb. Cherif, c'est tout pour ce soir. Merci, excellente soirée.